Bonsoir à tous, il est 19h à Tahiti, 19h30 aux Marquises et 20h au Gambier. Dans l'actualité ce soir, la prévention contre les papillomavirus, ces virus extrêmement contagieux et sexuellement transmissibles. La vaccination est gratuite depuis 1 an pour les 11-14 ans. Des journées de sensibilisation sont organisées durant ce mois de juin à l'attention des jeunes et de leurs parents. Nous verrons cela. Le ras-le-bol de la Fédération des comités de Rahui. Protéger les aires marines, oui, mais avec des moyens, c'est mieux. C'est en substance le message qu'elle fait passer. Elle réclame des moyens humains et financiers pour surveiller et sanctionner. Et pour en parler, nous recevons Winnie Kissage, le président de la Fédération des associations de protection de l'environnement, la FAPE. Avec lui, nous ferons le point sur la protection de l'océan qui nous entoure. L'addiction aux écrans chez les plus jeunes, alors que le cerveau n'est pas encore mature, cela entraîne des retards d'apprentissage ou de développement. La recommandation des pédiatres, c'est aucun écran avant 3 ans. Et puis, dernier portrait de candidate à Miss Tahiti, Haraiki Tu, candidate numéro 1, originaire de Whakarawai, passionnée de sport. Elle saisit cette opportunité pour apprendre à mieux se connaître. Rencontre à la fin de ce journal. Merci d'être avec nous. On commence donc avec la vaccination contre les HPV, les papillomavirus, ces virus très contagieux responsables de cancers et d'infections génitales. Elle est gratuite pour les 11-14 ans depuis l'année dernière. 1 millier d'adolescents ont ainsi déjà été vaccinés depuis le début de cette campagne. Juin vert est le mois de la sensibilisation au cancer du col de l'utérus. Pour l'occasion, le Centre de la mère et de l'enfant de Pirée a ouvert ses portes au grand public. Nicolas Suire, Mirko Vanfo. Nombreux sont ceux à avoir répondu présent à la journée de prévention des papillomavirus. Les participants, les 11-14 ans, accompagnés de leurs parents, sont conscients des dangers de ces maladies. C'était important pour éviter le cancer du col de l'utérus. C'est un vaccin qui normalement est payant. Donc d'après ce qu'on nous a dit, ça coûte 20 000 francs la dose, donc il faut 2 vaccinations. Donc ça fait forcément 40 000 et là aujourd'hui c'est gratuit. En réalité, le vaccin est gratuit pour les adolescents de cette tranche d'âge tous les jours de l'année depuis 2024. D'ailleurs, ceux qui sont venus aujourd'hui espéraient avant tout se faire vacciner. Objectif, prévenir les cancers du col de l'utérus et du pénis également. De plus en plus de Polynésiens sont désormais informés. Ce vaccin, finalement, il est ancien, il a 20 ans et pourtant, beaucoup de gens disent qu'ils n'en avaient jamais entendu parler avant. Et aujourd'hui, on voit qu'avec ce vaccinodrome, finalement, les gens finissent par être informés, ont envie de vacciner. Donc c'est ce qu'on va continuer toute l'année. Plusieurs ateliers de sensibilisation ont été aménagés avec quiz et lot à gagner. Les médecins impliqués aujourd'hui insistent sur l'efficacité de la vaccination. Ça a permis de faire vraiment réduire de manière très très importante, voire disparaître les cancers de l'utérus ou autres cancers liés au papillomavirus. Il est possible de se faire vacciner tous les jours dans tous les centres médicaux, hôpitaux, infirmeries et les établissements de la direction de la santé. Santé toujours avec la visite de l'hôpital de Reiatea. Le gouvernement est sur l'île sacrée depuis lundi, suite au Conseil des ministres délocalisé. Les syndicats y dénoncent les lenteurs de recrutement, le manque d'anticipation et un besoin urgent de gestion locale des effectifs. Ces tensions avaient entraîné l'envoi de personnel en urgence au début du mois afin d'assurer la continuité des soins. Et il a également été question de l'aménagement de la place Tamatoa à Uturua, comprenant des aires de jeu, des pistes cyclables et des espaces détente d'ici 2027. Image de notre correspondante Maïté Teli Temoeha. On parle environnement à présent. Depuis la conférence des Nations Unies sur les océans, la Polynésie est devenue la plus vaste aire marine protégée au monde. Pourtant, dans la pratique, ce n'est pas si évident. Encore faut-il avoir les moyens humains et financiers d'assurer une surveillance efficace et de sanctionner les contrevenants. Les membres de la Fédération Rahui ont l'impression d'avoir travaillé pour rien. Explication Ismaël Tayata, Jérôme Lee. Alors, petit problème sur les sujets, on y reviendra un petit peu plus tard. On va parler en tout cas des problèmes de gestion des Rahui avec Winnie Kissage. Bonsoir.
Bonsoir, merci pour cette invitation. Vous êtes président de la Fédération des associations de protection de l'environnement, la FAPE. La fédération, on va le voir, des Rahouis réclame plus de moyens pour surveiller ces zones protégées et éventuellement sanctionner les contrevenants. Ils estiment qu'environ 10% des pêcheurs ne respectent pas la réglementation. C'est peu, mais en même temps, il faut pouvoir sanctionner. Ces promesses d'accompagnement non tenues en matière d'aires marines protégées, est-ce que le pays a mis la charrue avant les bœufs sans prévoir les moyens nécessaires? Il fallait déjà faire en sorte que la population soit d'accord avec ces aires marines. Je salue la fédération. On a travaillé ensemble avec Clément. Et c'est vrai que ça fait 20 ans, 25 ans qu'on attend effectivement des gardes nature, qu'on attend des moyens, parce que effectivement, il y a beaucoup d'associations, beaucoup de populations dans les îles et ici qui veulent protéger leur lagon. Et au bout d'un certain temps, le bénévolat ne suffit pas. Et c'est pour ça qu'on arrive à ces situations. Et il y a des personnes qui en sont venues aux mains. C'est pas notre métier. Non, on s'occupe d'associations, on est bénévoles. C'est pas à nous d'aller faire les gendarmes sur l'eau et aller se battre avec des contrevenants. Donc il manque aujourd'hui un arsenal juridique, mais il faut aussi des moyens. Il faut que l'on crée ces fameux gardes nature ou d'autres types. Alors, il semble qu'à chaque fois, on arrive au bout du bout et qu'il manque la dernière étape. Alors justement, qu'est-ce qui coince? Très bien. Mais pourquoi est-ce qu'on en parle depuis 20 ans et puis il n'y a toujours pas ni de brigade verte ou de garde nature, peu importe le nom qu'on leur donne? On pose à chaque fois la question. On a vu se succéder de nombreux ministres depuis longtemps. Et effectivement, on constate qu'aujourd'hui, c'est toujours pas mis en œuvre. On est en train de réfléchir aujourd'hui à assermenter peut-être des associations pour pouvoir au moins enclencher la première étape. Notre fédération vient d'adhérer à la Fédération nationale qui, eux, assermentent des gardes nature, etc. Donc on espère qu'au travers de cette affiliation, on va pouvoir faire avancer ce dossier qui est fondamental et super important pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, concrètement, qui constate et qui contrôle? Aujourd'hui, les seuls qui sont d'abord habilités à constater, à faire un vrai PV, c'est soit les mouteuils de la mairie, soit des gendarmes, etc. Nous, on peut que essayer de prendre des photos, faire des choses comme ça. Et je vous dis, on est rentré plusieurs fois en conflit. Je sais qu'à Mahina, un ami Villerme qui en est venu aux mains et qui s'est retrouvé à l'hôpital à cause de ça. C'est extrêmement grave à cause de ce manque de moyens. Aujourd'hui, en tant qu'association, quelle part de subvention touchez-vous? Alors nous, on n'a pas de subvention, donc on cherche par tous les moyens. On vient de faire un fonds, justement, et je tiens à remercier notamment toutes ces entreprises qui nous aident. Et donc on fonctionne comme ça. C'est pas évident parce qu'on est sollicité justement pour donner notre avis sur des dossiers, pour donner notre avis sur des sujets comme cela. Et ça demande des personnes qui sont compétentes. Il faut rédiger des rapports et on manque de moyens. Mais on a grande confiance justement grâce à ce qui s'est passé à l'UNOC. On a eu des fondations qui sont venues nous voir, des regroupements même de fondations qui aujourd'hui sont prêtes à nous aider grâce à ce label qui a été obtenu notamment à l'UNOC. Oui, donc depuis l'UNOC, cette conférence des océans, la Polynésie est devenue la plus vaste aire marine protégée. C'était déjà un sanctuaire pour les requins, pour les baleines notamment. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut ou est-ce que c'est encore possible d'aller plus loin? Alors d'abord, j'aimerais rendre hommage à tous les gouvernements qui se sont succédés, qui ont effectivement construit cette zone, à faire en sorte que ce soit un sanctuaire de requins, de dauphins, etc. D'avoir développé une pêche qui est écologique aujourd'hui, qui est labellisée. Et aujourd'hui, le gouvernement actuel a fait un coup de maître, puisqu'ils ont réussi à classer ces ZEE-là, qui est reconnu donc jusqu'au niveau mondial, jusqu'à l'ONU, avec l'UICN. C'est quelque chose de très bien. Nous, on a travaillé depuis des années à créer à l'intérieur également de notre pays, d'abord des rahouis dans les lagons, mais également des zones de protection en haute mer à l'intérieur de notre pays. C'est quelque chose qui va prendre forme et qui prend forme au travers des déclarations justement qui ont été faites à l'ONU. Alors, pour protéger l'océan, il y a toutefois les essais nucléaires qui n'ont pas été abordés. 147 essais nucléaires souterrains dans les sous-sols et dans les lagons polynésiens. Il y a la contamination, il y a aussi la quantité de déchets radioactifs. C'était pas le sujet ou c'est quelque chose qui a été occulté? C'est vrai que ça n'a pas été occulté. Moi, j'ai personnellement participé
au projet Recotica, où on a été milité justement 193 essais nucléaires, 86 en atmosphère, c'est pas rien. Et donc aujourd'hui, je pense que la France a tout intérêt à nous aider aujourd'hui. Notre pays a été utilisé pour créer une arme. Demain, eh ben, notamment au travers de ce sanctuaire, j'invite vraiment la France à nous aider à développer des technologies, à développer des solutions qui seront adaptées à nos îles, à tout le Pacifique, et pour rayonner différemment. Merci Winnie Kissage d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je rappelle que vous présidez la Fédération des associations de protection de l'environnement. Merci. Merci. Environnement toujours, avec une mission sauvetage du motu nono pour un collectif d'une dizaine d'élèves et d'une quinzaine de professeurs du collège de Travo. Des espèces indigènes ont été replantées sur ce motu de Tayarapu Est, frappé l'année dernière par la dépression Nat. Certaines plantes ont déjà bien poussé, comme l'explique Raïna Duchek, professeure de tahitien et de français. Elle répond à Dylan Fels et Céline Fleuzin. Les premières plantes pionnières, qu'on appelle pionnières, c'est celles en fait, qui vont résister à l'air salin, à la houle, au vent et qui vont retenir le sable, ont été déjà plantées une première fois au mois de novembre 2024 lors de Matar Inya. Aujourd'hui, on vient faire le point avec Jean-Yves Meyer, donc botaniste, et les premiers résultats sont très positifs et concluants. Il y a énormément de plantes, elles ont bien poussé, ça donne beaucoup, et il y en a quelques-unes qu'on n'a même pas besoin de planter. Et on va aussi retirer quelques cocotiers qui ne servent à rien. Les pirogues à voile hawaïennes Hokulea et Hikianalia, accompagnées de Fafaité, seront à Papeete ce samedi. La grande cérémonie d'accueil est à suivre en direct sur notre antenne à partir de 12h30. Un grand moment de partage présenté par Cybèle Plichard. Hokulea fête son 50e anniversaire et se lance dans une grande navigation autour du Pacifique. Un voyage de 3 ans baptisé Moananui à Kea pour se reconnecter avec les peuples de l'Océanie. Après Taputapuatea, Hokulea et sa petite sœur Hikianalia franchiront la passe de Papeete ce samedi. Toutes les équipes de Polynésie la première seront mobilisées pour vous faire vivre cet événement en direct. Rendez-vous ce samedi 28 juin sur nos 3 médias, radio, télé et Internet. Voilà, le rendez-vous est pris. Et justement, pour en parler, l'invité café demain matin en radio à partir de 7h10 sera Enoch Loglin, trésorier de l'association Tainui Friends of Hokulea. Il évoquera cette arrivée samedi à Papeete ainsi que la coordination et la promotion des actions de cette organisation. L'association Tainui Friends of Hokulea vise à renforcer les liens culturels et environnementaux entre les îles polynésiennes et au-delà, en mettant en avant la navigation traditionnelle et la préservation des océans. Ils peuvent entraîner des troubles du développement, les abus liés à la consommation des écrans, que ce soit télévision, smartphone, tablette. De nombreux enfants sont quotidiennement scotchés à ces outils technologiques, mais bien souvent, ces écrans ne sont pas utilisés à bon escient. Ils peuvent même représenter un danger. L'addiction aux écrans chez les enfants, c'est le dossier de la rédaction. Il est signé Malouki Duri. J'ai eu mon téléphone à 9 ans. Après, on a fait que jouer avec mon frère. Ce geste est presque devenu maladif. Scroller, toucher cet écran tactile, chez des milliers de jeunes Polynésiens, c'est une véritable addiction. Même les adultes ne peuvent l'empêcher. Il peut aller un peu, mais pas souvent, quoi. Il peut avoir des problèmes aux yeux, quoi. C'est ce qu'on nous a dit. On va tout mettre aujourd'hui. Car l'addiction aux écrans est un vrai sujet sanitaire et l'Institut spécialisé Synapse aide les familles exposées. Avec des outils de mesure précis, ils évaluent l'impact sur la posture, le sommeil, la nervosité pour ensuite permettre à l'enfant de se réapproprier ses facultés. Là, dans ces séances, on est vraiment sur la prise en charge des symptômes rattachés, par exemple, à l'exposition aux écrans. Oui, il y a des conséquences physiologiques. On va utiliser des capteurs pour mesurer cette physiologie et apprendre à l'enfant à la réguler. À force de répétition, le corps il réapprend à fonctionner de manière homéostasique, de manière équilibrée.
En Polynésie, pas de chiffres précis sur l'impact des écrans chez les jeunes enfants. Dans le secteur public, c'est toute la profession médicale qui est mobilisée pour lutter contre les mauvaises habitudes, à savoir l'exposition dès le plus jeune âge. Pourtant, les recommandations sont claires. Pas de télé avant 3 ans, pas de jeux vidéo avant 6 ans, pas d'Internet avant 9 ans et pas de réseaux sociaux avant 12 ans, sinon il y a des conséquences. Beaucoup d'enfants sont agités, ont des difficultés d'attention. Parce que l'écran, on scrolle, hein, et donc ils ont beaucoup de mal à se fixer, à se poser. Bon, 30 minutes par jour entre 6 et 9 ans, on essaye de s'y tenir. On peut mettre un minuteur et tout. Mais en pratique, même nous-mêmes, si vous regardez votre temps d'écran sur l'écran, vous serez surpris de temps que vous passez sur les écrans. Hein. Mais le personnel médical ne peut réguler à lui seul les habitudes de tous les foyers polynésiens. Il est de la responsabilité des parents de limiter l'accès aux écrans, d'en faire bon usage. Il en va de la santé de vos enfants. Le principal danger, il est dans ce que l'enfant ne va pas faire pendant qu'il est devant un écran et les conséquences que ça va avoir sur son développement. Il va avoir un retard dans son développement, dans tous les domaines de son développement. Que ce soit moteur, le langage, les compétences relationnelles. Et si on essayait avec Reverso et vérifier avec l'application? Dans cette classe de CE2, la tablette est notamment utilisée pour accompagner les corrections orthographiques. Tout au long de l'année, les élèves sont éduqués aux nouvelles technologies. La différence est bien marquée avec les usages domestiques. Ah, c'est pas le bon mot. On recommence. Des fois, j'utilise pour regarder des vidéos rigolotes, des choses que j'aime bien, mais je ne l'utilise pas tout le temps pour faire des choses qui ne sont pas bien. Je les utilise pas beaucoup puisque après on est accro aux écrans et on peut plus s'en passer. On est dans une démarche où l'enfant va se corriger tout seul et réfléchir lui-même à son mot, à ses accords, etc. Et où l'enseignante, du coup, se dégage du temps pour pouvoir passer les voir tous. L'utilisation des tablettes nourrit un débat sans fin. Tout dépend de l'usage quotidien qui est fait et du contrôle exercé par les parents. Et retrouvez toute l'actualité locale sur notre site internet, comme l'appel à la solidarité lancé par l'association de parents d'élèves du collège de Tevayuta pour équiper un élève atteint de cécité d'un clavier en braille. La toute nouvelle mission d'information sur les finances publiques à l'Assemblée a commencé ses auditions. Elle souhaite entendre toutes les sociétés qui dépendent totalement ou partiellement des aides publiques. L'objectif est de comprendre les orientations concernant l'utilisation des deniers publics. Et aujourd'hui, c'est le PDG d'Air Moana, Lionel Guérin, qui a été entendu. Air Moana avait reçu 100 millions de francs de dotation publique via la Sofidep, puis 500 millions suite aux pertes d'exploitation enregistrées par cette nouvelle compagnie aérienne. On reste dans l'aérien avec ces travaux de rénovation qui commencent demain en salle d'embarquement de l'aéroport de Tahiti Faa'a. Il prévoit de durer 18 mois pour installer la climatisation et améliorer le confort. En attendant, une partie des passagers embarqueront depuis la salle des vols internationaux. Les détails avec le directeur général d'ADT. Il est interrogé par Rohan Poturu. On va à partir de cette semaine commencer des travaux importants. Donc on va avoir moins de capacité dans la salle d'embarquement domestique. En gros, on va mettre une cloison et on va travailler sur un côté. Et donc forcément, pour ne pas perturber, je dirais, la qualité de service et surtout faire que les vols puissent partir bien à l'heure, tous les vols d'Air Moana seront traités au départ de la salle d'embarquement internationale actuellement. Et tous les vols d'Air Tahiti restent dans la salle d'embarquement actuelle, habituelle, sauf les vols vers les Australes, en effet. Et suite et fin de notre série de portraits des candidates à Miss Tahiti. Ce soir, rencontre avec Haraiki Tu. Elle porte le numéro 1. Âgée de 27 ans et originaire de Fakarava, elle a suivi des études de STAPS dans l'Hexagone. Un retour aux sources aujourd'hui pour cette passionnée de sport et de Oli Tahiti. Rencontre signée Tururu Gerard et Dylan Fels. À J-2 du concours de Miss Tahiti, l'heure est aux essayages. Dans cette robe de soirée, Haraiki retrouve confiance. La couleur, la coupe, la taille, tout lui va. Du haut de son 1,60 m, elle compte bien faire sa place. Pour elle, cette aventure est avant tout une quête de soi. Parce que j'ai commencé le mannequinat quand je suis allée en métropole.
Donc ça m'a beaucoup plu parce que j'avais perdu confiance en moi. Donc oui, ça va. J'étais un peu dans ce monde-là en métropole. Et ça me fait plaisir, mais c'est vrai que c'est différent. Le fun, les rencontres, c'est plus ça aussi que je cherchais. Et me découvrir énormément parce qu'on ne se connaît toujours pas assez. Il y a toujours quelque chose qu'on apprend sur soi. Un moment de calme, soin du visage, manucure, l'occasion de souffler et de se recentrer. Après 7 années passées à Toulouse, Haraiki est de retour au Fénois avec une licence de STAPS en poche. Originaire de Fakarava, elle se reconnecte aujourd'hui à sa culture, à sa langue, le Paumotu, à son corps et à elle-même. Avec les influences, on a tendance à se comparer toujours les uns aux autres. Donc c'est important de pouvoir savoir qui on est et être à l'aise et aussi d'être soi-même. Ça m'a pris du temps, quand même 7 ans pour avoir confiance en moi, mais c'est vrai que je me suis focalisée sur ce que j'aimais. Donc le sport avant tout, donc c'était vraiment le sport, le Ori Tahiti, pouvoir reparler ma langue aussi, donc reparler un petit peu le Paumotu et faire des photos. Comme l'évoque son prénom, fille des îles, faite de vent, de sel et de feu, cette ancienne Miss Fakarava montera sur la scène de Miss Tahiti avec la détermination d'une battante. Passionnée de boxe, la candidate numéro 1 est fière de représenter son île et l'ensemble des Tuamotu ce vendredi 27 juin. Avant de refermer cette édition, je vous en rappelle l'un des principaux titres. Juin vert, le mois de la sensibilisation au cancer du col de l'utérus. Des journées de prévention sont organisées un peu partout. La vaccination contre le papillomavirus, responsable des cancers et des infections génitales, est gratuite depuis l'année dernière pour les 11-14 ans. Et avant, cela coûtait 20 000 francs. À suivre, le magazine Miss Tahiti, 60 ans d'histoire, puis le documentaire Mareva Georges, Beauté divine, Vahiné au grand cœur. On se quitte sur des images de l'arrivée des pirogues à voile. Très belle soirée sur la première, à demain. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.